Bonjour à tous, c'est la revue des Grandes Unes et c'est sur Equinox Télévision. La presse est disponible en kiosque ce mardi et c'est le deuxième jour de la semaine, la deuxième édition également. La nouvelle expression parle de double nationalité, un projet du Social Democratic Front coincé à l'Assemblée nationale. C'est le grand titre du journal. Le journal rappelle que déposé depuis la session de mars 2014, il est resté sans suite. Ceci en violation de l'article 27 alinéa 3 du règlement qui stipule que lorsque, à l'issue de 2 sessions ordinaires, une proposition de loi n'a pu être donc examinée. Celle-ci est de plein droit examinée au cours de la session ordinaire suivante. L'intégralité d'une proposition qui aurait dû faire avancer le Cameroun, c'est à lire dans le dossier de la page 4 à la page 5 ce matin. Le journal parle également de l'agriculture camerounaise. Les financements manquent. Le constat a été fait par les experts qui sont donc contre l'intervention même des bailleurs de fonds pour leur intervention dans l'agriculture du pays. C'est dans le dossier à lire de la page 6 à la page 8 et on s'intéresse au drame des écarts. La ville attend toujours sa stèle. 3 ans après cette hécatombe, les populations attendent avec impatience ce monument qui permettra de commémorer les victimes du 21 octobre 2016. C'est en page 2. Et on parle également de Saint-Mélima, une réunion des jeunes interdite, estimant insuffisant les discours et même les défilés des personnalités. Les jeunes du Dja et le Bord ont d'ailleurs voulu se concerter pour mûrir leurs idées. C'est à découvrir aussi en page 2 du journal disponible en kiosque ce matin. Le Messager pour sa part parle des inondations dans l'extrême nord. Le vrai faux reconfort de Paul Biya en ordonnant le déblocage de 150 millions de francs CFA pour une aide d'urgence aux victimes. Le chef de l'État préfère d'en soigner le symptôme au lieu de s'attaquer à la racine. C'est en page 3 du journal. Le Messager parle également de Bamenda, un officier de police décapité. C'est en page 3. Le journal s'intéresse aussi à l'affaire Fecafoot, Ligue de football professionnel. Pierre Semengue a perdu la guerre. C'est ce que dit le journal en page 12. C'est à lire dans le numéro de ce matin. Toujours dans la presse, aussi disponible, donc on parle notamment d'émergence. Émergence, il parle d'enseignement supérieur et immersion dans le scandale des boursiers camerounais abandonnés donc en Russie et au Maroc. C'est à lire en page 3 du journal. Le même journal parle également de la reconstruction donc du nord-ouest et du sud-ouest. Et il faudra pratiquement 3500 milliards de francs CFA pour remettre à jour tout ce qui a été donc détruit dans ces 2 régions. C'est le journal qui le propose également ce matin. Le journal s'intéresse aussi à autre chose, parlant du projet de haute intensité qui au Cameroun. Lui, Paul Motazé, fait enfermer le régisseur du compte des finances, du ministère des Finances. C'est dans le journal. Émergence est disponible en kiosque ce matin. Le quotidien de l'économie, parlons d'entrepreneuriat. L'agence des petites et moyennes entreprises se déploie dans les communes. C'est le journal qui le dit, avec d'autres informations également ce matin sur le plan économique. Et en même temps, Mutation s'intéresse à l'actualité dans le nord-ouest et sud-ouest. La boucherie de l'après-dialogue, c'est le journal qui le dit. Un officier de police a été décapité, c'est ce que le journal rappelle également ce matin. Et d'autres informations aussi à lire dans le numéro disponible en kiosque. Le quotidien Le Jour parle de bilan 191 milliards de francs CFA dû à Eneo. C'est le journal qui le dit. Donc, à la suite de l'opération qui vient de faire l'enquête, ou tout au moins indiqué dans un rapport présenté il y a quelques jours. Et le journal est donc revenu pour notamment pointer quelques points importants pour présenter la situation au grand public ce matin. Et puis on parle de la Ligue de football contre la Fédération camerounaise de football. Il y a le général Semengue qui s'accroche. Il ne veut pas le laisser. Il reste donc à son poste jusqu'à la fin de son mandat. C'est le journal qui le rappelle également ce matin. Des informations à lire dans le journal Le Quotidien Le Jour. Info Matin parle de Maître Charles Tchakounte Patié. Je n'étais pas chez Camto, mais simplement il faut rappeler qu'il continue en tout cas de décrire un peu la situation ou le comportement de certains avocats qui étaient dans ce Camto, et en même temps il ne prescrit pas des sanctions mais dit simplement qu'il fallait pas arriver jusque là. C'est le journal qui le rappelle également ce matin. C'est le quotidien Info Matin parle de Saint-Mélima, Mvangan et Boulevard. Paix et calme à nouveau. Le ministre de l'enseignement supérieur a fait le tour de plusieurs autres localités après Saint-Mélima pour calmer également la situation, aussi des tensions dans ces différentes localités. C'est le journal qui propose également Info Matin de ce matin. À lire toujours dans la presse, il y a Cameroun Tribune qui s'intéresse à l'actualité parlant de Yaoundé-Simalène. L'autoroute se dessine finalement, même si aujourd'hui il y a quand même des
qu'on a relevé hier que la situation, tout au moins le chantier se poursuit de façon sereine. Donc à lire dans le dossier proposé par le journal. On parle aussi de sport avec le Tour cyclisme de Chantal Biya. Pourquoi? Les Camerounais sont donc à la peine. C'est le journal qui le dit et c'est à lire dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Ils sont déjà deux installés sur ce plateau. Bonjour Donald Brice Kamara. Bonjour Flavien Malondongo, bonjour à Camille, bonjour à nos téléspectateurs. Ravi de les retrouver ce matin comme tous les mardis. C'est un honneur pour moi. Voilà, merci d'être là. Camille, bonjour. Flavien Malondongo, bonjour. Bonjour Donald Brice Kamara. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Avec vous, nous faisons le tour de quelques sujets proposés par la presse. Ce matin, la nouvelle expression qui parle de cette double nationalité, un projet du Social Democratic Front coincé à l'Assemblée nationale depuis des lustres. Et là, on voit bien que c'est déposé depuis mars 2014. Il y a eu plusieurs sessions, mais la loi a été violée. L'article 27, alinéa 3 du règlement intérieur, qui stipule que lorsque, à l'issue de 2 sessions ordinaires, une proposition de loi n'a pu être donc examinée, celle-ci est de plein droit examinée la session suivante. Oui, nous sommes là de plein pied dans l'immobilisme de notre Parlement et sur la question de la double nationalité, qui est une question qui semble effrayer le pouvoir des plus belles lurettes, même si évidemment, on voit que la double nationalité bénéficie à certains membres de l'establishment. C'est un frein, évidemment, à la volonté qu'expriment d'une façon ou d'une autre nos compatriotes établis dans les pays étrangers, notamment occidentaux, qui souhaiteraient obtenir un certain nombre de facilités. Vous savez que lorsque vous n'avez pas la nationalité camerounaise, si vous êtes par exemple difficile d'avoir le pain de terre, autrement dit de mener par exemple les activités agricoles, d'investir dans l'agro-pastoral si vous revenez au Cameroun. Donc ce sont des obstacles qu'il faudra un jour ou un autre relever. Si certains bénéficient de la double nationalité et peuvent être américains et camerounais, français et camerounais, pourquoi pas ceux qui, pour certains, ont beaucoup à donner et qui sont bloqués par la double nationalité qui n'est pas encore une réalité au Cameroun. Alors, Camille, le sujet a tout de même été évoqué lors du grand dialogue national. Le sujet a été évoqué, les commissions ont planché dessus, des conclusions ne sont pas encore sorties, mais toujours est-il qu'il y en a certains qui pensent que ce n'est peut-être pas une urgence. Il est vrai, comme le dit Donald Brice, il y a des Camerounais qui en bénéficient, qui sont aux affaires, il y a aussi des privés qui bénéficient de cette double nationalité dont on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on est binational, on a une double nationalité qu'on peut forcément faire beaucoup de choses pour le Cameroun ou du Cameroun. C'est un problème qui mérite certainement d'être débattu à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas parce qu'il sera débattu qu'il sera forcément admis. Mais tu dis-t-il que c'est une préoccupation portée par des hommes politiques, portée certainement par l'évolution du temps, l'ère du temps, qui demande que bon, pourquoi pas. Mais moi, je ne pense pas que là où on est aujourd'hui, ce soit absolument une urgence. Nous avons des problèmes qui sont beaucoup plus importants, surtout dans cette prochaine session, au cours de laquelle vont certainement être discutées non seulement les fameuses résolutions qui sont issues du grand dialogue national et certainement la préparation des échéances électorales qui sont déjà prévues pour le mois de février. Donc, le problème de la double nationalité, il a été présenté par le SDF et peut-être même il rencontre l'adhésion de certaines autres formations politiques, mais il faut aussi laisser le temps à l'Assemblée nationale qui déjà a suffisamment de pain en montre pour comprendre que ce n'est pas forcément une urgence. Voilà, donc la page 4, la page 5, les lecteurs vont découvrir. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je suis surpris que l'on dise en 2019 pour un code de nationalité qui date quand même de 68, j'espère que j'ai bonne mémoire, en tout cas de près de 30 ans et plus, que l'on dise qu'il faut encore laisser le temps. Écoutez, si l'on veut aller vers les statuts des États modernes qui tiennent en compte les ressources et les potentialités, les contributions importantes que pourrait apporter la diaspora, qu'on y aille. Si on ne veut pas y aller, qu'on ne donne pas l'impression par la ruse politique qu'on soit y aller. Dans les résolutions, les recommandations du dialogue national qui vient de s'achever à Yaoundé, l'une d'entre elles, c'est la création d'un ministère dédié aux Camerounais de la diaspora. Les gens ont célébré cela comme si c'était une
un fait extraordinaire. Je rappelle que dans les pays comme le Sénégal, le Mali, il y a des ministères dédiés aux compatriotes de l'extérieur et que ça fonctionne plutôt bien. De toutes les façons, même si cette proposition a été faite, si elle venait à être mise en œuvre, le ministère adresserait peut-être les questions de double nationalité, mais tant qu'il n'y a pas de volonté politique d'impliquer les énergies qui sont à l'extérieur, qui ont des ressources à transférer au Cameroun, sur le plan financier, sur le plan intellectuel, sur le plan des compétences, tant qu'il n'y a pas une volonté réelle, politique, affirmée et assumée, tant qu'on regarde les Camerounais de la diaspora, qui sont pour certains évidemment très hostiles au régime de Yaoundé, on n'en sortira pas. Mais vous nous surprenez, Donald Brice, quand vous dites que les Camerounais de la diaspora, parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier de la double nationalité, ne peuvent rien apporter au Cameroun. Moi, je suis surpris. Vous pensez que c'est uniquement quand ils auront la double nationalité qu'ils pourront apporter leur contribution financière, managériale et tout ce que vous voulez? Non, moi, je ne pense pas. Je suis surpris. Je n'ai pas dit que c'est une condition systématique. C'est une condition importante. Je voudrais rappeler que d'après les statistiques qui sont disponibles et qui émanent des sources officielles, rien que par les transferts de fonds de l'Europe, du continent européen vers le Cameroun, dans ce qu'on appelle les transferts d'argent, mobile money et tout ce que vous savez, le Cameroun a bénéficié quand même ces 5 dernières années de plusieurs milliards de francs CFA. Beaucoup moins que l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup moins que l'Afrique de l'Ouest. Voilà, justement parce que l'Afrique de l'Ouest, je parlais du Mali et du Sénégal, c'est bien que Camille le dise, parce que dans ces pays-là, les facilités sont accordées aux compatriotes. Sur la base de la double nationalité? Aux compatriotes qui sont établis. C'est une facilité, Camille. Je prenais tout à l'heure l'exemple de l'accès au foncier. Il n'est pas possible, en l'état actuel de la loi camerounaise, d'être de nationalité américaine ou française, puisque si vous êtes de nationalité américaine, même si vous êtes originaire du Cameroun, vous êtes immédiatement déchu de votre nationalité camerounaise. Il n'est pas possible dans l'état actuel d'avoir une autre nationalité et d'avoir accès à la terre seulement au Cameroun. Et ça, c'est un problème. Il en est de cette question foncière, comme d'autres questions qui constituent des goulots d'étranglement, des obstacles à l'investissement de ceux qui souhaitent le faire étant à l'étranger, qu'il faut aujourd'hui adresser. D'accord. Alors, le dossier à découvrir dans le journal La Nouvelle Expression, double nationalité, un projet du Social-démocratique Front coincé à l'Assemblée nationale. Vous aurez l'occasion de parcourir le traitement qui a été réservé à ce sujet. Le même journal parle du drame des écarts avec la ville qui attend toujours sa stèle. 3 ans après cette hécatombe, les populations n'ont toujours pas vu ce qui avait été promis jusque-là, même si on a appris que les travaux sont en cours. 3 ans après, on avait annoncé 6 mois. Ce n'est pas très sérieux. Ce n'est pas très sérieux et nombreux sont les Camerounais qui pensent que 3 ans après, si rien n'a changé du côté des écarts, on peut se poser beaucoup de questions. Il y en a beaucoup qui estiment que 3 ans après, ils se demandent pourquoi 3 ans après, le trafic sur l'axe Douala-Yaoundé, l'Intercity ne fonctionne toujours pas. Qu'est-ce qui empêche que le transport des passagers se soit arrêté dès le jour de l'accident? Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. C'est tout comme beaucoup de gens mettent le problème de l'indemnisation des victimes en avant aujourd'hui sans très bien comprendre. Parce que dans cette affaire-là, le milliard de francs donné par offert par le président de la République n'a rien à voir avec l'assurance. Parce que les trains de Cameroun étaient assurés. Il y a eu une assurance qui a dédommagé les victimes, toutes les victimes. Mais seulement, on mélange tout aujourd'hui. On fait croire que c'est l'argent donné par le couple présidentiel qui aurait servi de seul réconfort aux victimes. Donc, cette affaire du drame des écarts, c'est une affaire qui continue à mettre les gens mal à l'aise. Mettre les gens mal à l'aise parce que même la construction de la stèle, il est vrai qu'une stèle, on peut la construire même après 10 ans, on peut l'ériger après 10 ans. Mais on avait tout de suite lancé même un concours pour le choix d'un modèle de stèle qui a été lancé. L'argent a sans doute été débloqué également, mais il y avait un délai de 6 mois. Voilà. Donc, que 3 ans après, on ne voit toujours rien venir, les gens se posent vraiment des questions. Mais il faut comprendre aussi que il faut que l'administration comprenne que ces fonctionnaires chargés de la gestion de ces problèmes qui, à chaque fois, se posent et demandent des réponses immédiates, il faut qu'ils apprennent à bouger. Il ne faut pas qu'après la catastrophe, après que les gens aient été sortis de l'hôpital, aient été enterrés, on mette ça dans un tiroir et qu'on attende. Non, ce problème fait encore très mal au cœur, aussi bien de la société camerounaise que même dans les couches les plus impliquées dans ce drame.
Alors, c'est le ministre Narcisse Mouele Kombi, à l'époque ministre de la Culture, qui était à la tête justement, qui avait annoncé ce délai lorsqu'on parlait de la construction de la stèle. 6 mois plus tard, on n'a rien vu et nous sommes à 3 ans aujourd'hui. La stèle n'est pas encore debout. Je pense que c'est une véritable insulte à l'honorabilité du peuple camerounais. Voyez-vous, Flavien, voilà un drame qui a coûté la vie, d'après le bilan officiel, à 79 Camerounais, plus de 500 blessés à l'époque, sans que l'on n'observe une émotion à la hauteur du drame des autorités publiques, et on décide par la suite une stèle commémorative sera érigée. 3 ans après, on n'a pas de stèle. Vous savez que ce drame d'abord naît de la corruption de l'administration, puisque la rupture, l'accident ferroviaire a été dû par d'abord de la rupture des bus de Maniaï, comme vous le savez très bien, et que l'accident lui-même, parmi les causes, il y a évidemment cette question de la qualité du réseau ferroviaire qui n'est pas adressée une fois de plus parce qu'on a fait une administration d'une façon ou d'une autre corrompue et qui laisse pourrir cette construction qui aurait pu être auditée pour permettre qu'on ait un réseau digne quand même d'un pays de notre stature. Donc, on est là, une fois de plus, en plein dans ce que j'appelle l'injure de la mémoire, même des morts, et on continue manifestement. Hier, c'était le 3e anniversaire, on a vu que l'administration s'est mobilisée pour aller visiter ces installations. Vous avez vu les images de l'hôpital de district qui a accueilli les premiers blessés de l'époque, l'hôpital de district des ECA qui aurait dû saisir, que les autorités auraient dû saisir l'occasion pour réhabiliter. Ça n'a pas été fait. On continue. On continue justement alors avec ce sujet que vous aurez à lire en page 2 de la Nouvelle Expression. Il y a en même temps un autre sujet qui fait le tour de la presse. Mutation parle ce matin du nord-ouest et sud-ouest. La boucherie de l'après-dialogue. Un officier de police a été décapité également. Et le Messager qui le met également en petite une. Tous ces journaux décrivent la même chose, l'horreur et la terreur. L'horreur et la terreur, on ne comprend pas que jusqu'aujourd'hui, ces marginaux qui ont décidé de prendre des armes et de terroriser une bonne partie du pays continuent à le faire de manière aussi barbare. Nous sommes dans un système qui curieusement, dans une situation qui curieusement n'est dénoncée par aucune organisation de droits de l'homme. Même Madame Gombe, qui fait autant de gesticulations dans les télévisions, n'a pas pu dénoncer la décapitation de la gardienne de prison et encore moins celle de ce policier aujourd'hui. Vous savez comment ça s'est passé. Ce policier a été kidnappé, il a été tué, il a été décapité. Et on est venu, et deux jeunes hommes en moto sont arrivés dans une place publique, ils ont balancé la tête et on ne sait pas ce qu'est devenu le corps aujourd'hui. Il y a même des gens qui disent que ces insurgés pratiquent l'anthropophagie. Peut-être ont-ils mangé le reste du corps, mais toujours est-il que nous sommes dans une situation aujourd'hui telle qu'il est difficile de continuer à accorder la moindre sympathie à ces jeunes garçons qui ont pris les armes et maintenant qui procèdent par des actes de boucherie qui sont inadmissibles et inacceptables dans une société normale. Bon, mais aujourd'hui, que peut-on dire? On peut dire que ces gars ont décidé tout simplement de tétaniser les populations, de maintenir une sorte de terreur permanente dans la tête des gens en commettant des forfaits d'une brutalité inqualifiable. Voilà où on en est aujourd'hui. Et maintenant, pour ceux qui estiment que pour les hommes politiques qui osent dire à la télévision que les sécessionnistes sont des gens merveilleux, on voit aujourd'hui ce que ça donne aujourd'hui. On ne peut pas être merveilleux et avoir déclenché une situation comme celle-là où on trouve une personne humaine décapitée et dont la tête a été jetée en plein milieu d'un marché. Donc, des choses comme celles-là sont inacceptables. Et voilà le moyen, voilà le moment pour cette dizaine d'ONG qui sont basées, par exemple, à Briare et qui ont pris des loyers pour 5 ans en disant que qu'ils sont là pour l'humanitaire, ils sont là pour la protection des droits humains. Voilà le moment pour dénoncer cela et démontrer que non, la situation a franchi un cap qui est désormais inacceptable. Oui, Donald Brice Kamga, il y a le Messager qui parle d'un officier de police décapité à Bamenda, donc avec Mutation également qui met à sa grande une, cet autre titre aussi, parlant donc de cette boucherie de l'après-dialogue. Un peu comme si rien ne s'était passé à Yaoundé. Oui, il y a un certain nombre d'informations qui circulent sur
les acteurs, ce qu'on pourrait appeler les entrepreneurs de la guerre et les auteurs de ces assassinats qui se multiplient avec les décapitations des symboles de l'État, puisqu'un policier, c'est de toutes les façons un symbole de l'État. En tout point de vue, de toutes les façons, ces assassinats sont inquiétants pour ceux qui souhaitent voir le pays sortir de cette spirale de la violence inouïe dans les deux régions en crise depuis 3 ans maintenant. Ça nous rappelle de toutes les façons qu'il faut adresser de façon sincère la question, et on ne peut pas l'adresser de façon sincère en écartant ceux qui donnent de quelque manière que ce soit les ordres, en ouvrant une enquête indépendante et crédible sur les acteurs impliqués. Camille parlait tout à l'heure des groupes de faiteurs de troubles, de ceux qui profitent de la confusion pour s'installer, pour commettre des exactions. C'est aussi le moment de mettre tout au clair, d'identifier les acteurs et les filières qui se déploient dans les deux régions. Parfois, on accuse parfois les séparatistes, alors que certaines informations évoquent d'autres acteurs qui agissent sur le terrain. C'est le moment de mettre tout cela au clair, évidemment, et d'engager des actions concrètes vers la sortie de crise. C'est ce qui est plus important. L'idéal de notre Cameroun, comme vous dites, c'est d'ouvrir une enquête. Mais vous allez ouvrir une enquête où, avec qui, et qui va entrer, pour aller où, pour trouver quoi. Le problème aujourd'hui, c'est que, et je l'ai souvent dit ici, il y a au départ et à la base ces groupes séparatistes qui sont engagés dans la guerre de leur pays qu'ils appellent l'Ambazonie et qui estiment que leur pays est voisin du Cameroun. Mais il s'est constitué une horde de bandes armées qui ont estimé que maintenant tel territoire c'est le leur. On a même parlé d'un général sécessionniste qui s'est carrément fait couronner le roi d'un village en estimant qu'à partir d'aujourd'hui c'est lui qui commande ce village, et on a vu la réaction des chefs traditionnels du sud-ouest. Mais tu veux dire qu'aujourd'hui on est dans une situation dans laquelle où personne, c'est-à-dire que ce conflit ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain, tout simplement parce qu'il y a des bandes qui sont absolument déconnectées, absolument esselés, qui opèrent chacune de son côté et qui posent des actes de terreur. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas pourquoi ils les posent, et ces personnes-là sont réfractaires à tout dialogue. On ne peut même pas les toucher, on ne peut même pas faire une enquête dans leur camp ou pour rechercher des auteurs. Donc, oui, faire une enquête, c'est l'idéal, on peut le dire, c'est civilisé. Mais vous allez faire l'enquête, vous allez entrer où pour trouver qui, ces personnes-là, et vous allez arrêter la personne qui a tué cet inspecteur de police et qui l'a décapité où et comment. Donc moi je pense que c'est bien beau d'évoquer et de brandir des grands principes démocratiques, mais là on n'est plus en démocratique, on est en pleine barbarie. Et dans cette barbarie-là, moi je pense que cette barbarie ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain, tout simplement parce qu'on ne pourra pas facilement identifier tous ces groupes qui sont chacune un électron libre dans son camp et qui posent des actes sans forcément que les autres groupes armés en soient informés. Donc la situation est beaucoup plus grave qu'on ne le pense, et on ne peut pas toujours parler les sécessionnistes ou bien les ambassadeurs. Non, il y a aujourd'hui toute une foultitude de groupes armés qui opèrent et qui maintiennent cette terreur. Voilà. Les propos de Camille, moi, m'inquiètent, et je ne voudrais pas me laisser convaincre que le Cameroun a le service de police le plus incompétent d'Afrique, ou encore le système de renseignement le plus inopérationnel, le plus inopérant, si vous voulez, du monde. Je pense que l'État a tous les moyens de savoir qui fait quoi, où, quand et comment. Et si on souhaite le savoir, on le saura, et on mettra la main sur les fauteurs de troupes qui agissent dans ces régions. Non, ce ne sont pas des fauteurs, c'est des barbares. Ce ne sont pas des fauteurs de troupes. Et qui sont pour certains manifestement ne sont pas les séparatistes. En tout cas, il est temps de mener ces enquêtes, et les moyens ne manquent pas. Les moyens sont à la fois techniques, humains, et c'est même pas ça qui manque à l'État, surtout dans ce contexte. Alors, donc le sujet fait le tour de quelques tabloïds ce matin, parlant notamment de cet assassinat de l'officier de police, mutation qui parle de la boucherie de l'après-dialogue, et également le messager qui parle d'un officier de police décapité à Bamenda, en page 3. Et vous aurez également à lire dans la presse ce matin, Info Matin qui parle de Maître Charles Tchakontepatié. Je n'étais pas chez Camto, il dit qu'il n'a pas prévu des sanctions de toute façon, mais que l'acte posé par certains de ses confrères n'était pas meilleur. Oui, j'ai lu cette sortie du bâtonnier qui a, dans un communiqué rendu public vendredi, rappelé les dispositions statutaires qui relèvent à la fois des textes du barreau et des usages, qui rappellent que le port du barreau est strictement encadré par la loi et les usages dans la profession, faisant allusion à cette photo qui a fait le plus de la toile, présentant les avocats membres du collectif défendant les militants du MRC qui sont allés
rendre une visite de reconfort au président du MRC, Maurice Kamto, à Yaoundé. Cela a offusqué le bâtonnier qui a fait ce recadrage. Mais évidemment, nous sommes là dans le respect des usages. Je pense que le bâtonnier a bien fait de faire ce recadrage, même si on peut toujours se demander quelle est la frontière entre le politique et la corporation. C'est quand même une question assez complexe. Donald Priest, c'est vraiment acrobatique tout ce que vous dites. Non, il faut dire que ce qui a certainement ulcéré le bâtonnier de l'ordre des avocats, c'est ce gros titre à la une. Les avocats en pèlerinage chez Maurice Kamto. Pèlerinage, ça veut dire que le pèlerinage se fait dans un lieu saint, dans un lieu sacré. C'est autant de choses, c'est autant de maladresses qui sont parfois commises par les communicateurs qui, même pour les situations les plus banales, les rendent compliquées. Il y a eu tout un débat hier soir dans une chaîne de télévision où des avocats étaient rassemblés pour débattre de cette situation et surtout pour essayer d'expliquer, de mettre la connaissance du grand public ce que prévoient les textes du Conseil de l'ordre et les dispositions de cette profession. Je pense que le public a été suffisamment édifié, mais toujours est-il que le grand public, lui, doit comprendre que comme le dit Donald Brice, entre le politique et le corporatiste, il y a quand même des règles. Et ces règles-là sont la plupart du temps allègrement culbutées par des communicants qui parfois sont beaucoup plus emportés par leurs propres ailes militants ou leurs ailes affectives. Mais toujours est-il que cette situation si elle a pu susciter une réaction aussi prompte et aussi forte du bâtonnier de l'ordre des avocats, c'est certainement pour mettre un terme à ce genre de pratiques et d'activités qui jettent un zeste de soupçon sur justement la corporation qui ne doit pas être politique. Alors, oui. Bon, j'espère que Camille m'a pas mal compris. J'ai voulu juste indiquer que l'avocat a des proportions peut-être variables, est de toutes les façons citoyen comme tout autre. C'est-à-dire qu'il jouit de ses droits civiques. Autrement dit, il peut être candidat à une élection, il peut être membre d'une formation politique et manifestement, pour certains de ces avocats-là, on a vu des avocats qui sont engagés dans les formations politiques, RDPC, MRC et tout ce que vous voulez. Bon, maintenant, lorsque vient le moment de trancher entre est-il avocat, agit-il en tant qu'avocat ou membre d'une formation politique, là il faut mettre les points sur les i. Évidemment, c'est ce que le bâtonnier a fait de bonne loi, qu'il ait fait cette sortie en rappelant que le barreau n'est pas une formation politique, mais en précisant également que l'avocat jouit de ses droits civiques, comme je le disais, et que le barreau est jaloux de son indépendance et ne saurait être en accointance avec quelque formation politique que ce soit. Je pense que les relents équilibristes et indépendantistes du bâtonnier sont particulièrement intéressants. Il essaye de ménager une portion d'indépendance qui permet au bâtonnier et au barreau qu'il dirige d'agir en toute indépendance et en toute impartialité. Non, mais en termes clairs, Donald Brice-Kamgan, il a dit que l'avocat est l'avocat. Et quand il exerce ses fonctions, il peut porter la robe, mais que les règles interdisent qu'un avocat porte la robe pour aller faire un pèlerinage, entre guillemets. C'est ce qu'il a dit en français facile. Et moi, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Les avocats ont le droit d'adhérer à des partis politiques. D'ailleurs, on le voit largement sur les plateaux de télévision. Quand les avocats viennent s'exprimer sur les plateaux de télévision, ils ne portent pas leur robe. Mais ils sont avocats, ils se présentent comme avocats et ils développent les thèses et les théories et même les objectifs de leur parti. Personne ne leur en a jamais porté grief, mais seulement, je pense que le bâtonnier a été suffisamment clair. Il n'y a même pas de discussion, bien de spéculation à faire là-dessus. Il a dit ce que prévoit les textes de l'ordre et il a dit, il n'interdit à aucun avocat de participer à un parti politique, mais il a voulu que cette histoire de pèlerinage s'arrête là. Voilà. Bon, évidemment, pour terminer, Flavien, peut-être sur cette question, personne n'est naïf. Il est évident que les adversaires politiques récupéreront cela et enflammeront la toile et les médias avec cela. C'est de bonne guerre.
Voilà. Donc vous aurez l'occasion de lire Info Matin ce matin pour dire que Maître Charles Tchakounte Pachier, je n'étais pas chez Camto, dit-il, et la suite également à découvrir en page 3 de ce numéro. Alors parlant de la crise anglophone, on a évoqué, mais on peut revenir, puisque Christophe Fomugno, pour la négociation, c'est ce qu'il dit, ce que dit le journal, la Nouvelle Expression en page 3, absent déjà du grand dialogue national, il a décidé ou déclaré que le plus important ici, c'est ramener la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et le messager évoque également ce que je pense du grand dialogue national. Oui, Christophe Fomugno, c'est l'un des Camerounais qui fait briller l'étoile, le vert rouge jaune à l'international, directeur du National Democratic Institute qui travaille sur les questions de gouvernance de démocratie sur le continent africain. Alors, je lis cette interview qu'il a accordée à Radio France Internationale il y a quelques jours. Sur la suite du dialogue national. Il est comme tout Camerounais honnête, prudent sur ce qui a été décidé et dit tout au long de ce dialogue, même si c'est satisfait que cette rencontre puisse se tenir. Je pense qu'il était attendu à ce dialogue. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est retrouvé pendant l'ouverture des débats à une conférence, je crois au Niger à l'époque. Il n'a pas pu faire le déplacement. Un point important de son interview, évidemment, c'est qu'il demande, qu'il souhaite voir la libération des leaders séparatistes qui sont pour la plupart encore incarcérés, pour d'autres condamnés à des peines lourdes. Non, Christophe Fomugno était très attendu. Et d'ailleurs, on l'avait même présenté à la tête d'une commission. Donc, cela dit tout de l'aura internationale qu'il a. Et moi, je pense que l'interview, toute prudente qu'il a accordée, dit tout de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu prendre des allumettes pour verser les craquer au-dessus du baril d'essence qui est suffisamment bien engagé au milieu du Cameroun. Moi, je pense que ce qu'il a dit est très sage et très prudent aussi. Il n'est pas allé contre le dialogue, il n'est pas allé, il n'a pris aucune posture figée contre les conclusions du dialogue. Il explique effectivement que je félicite que le dialogue ait eu lieu et il préconise que il espère que les résolutions qui vont sortir de ce dialogue vont être rapidement implémentées. Et surtout, il dit que l'essentiel aujourd'hui, la plus grande préoccupation, c'est le retour à la paix dans le Nozo et surtout que les gens soient suffisamment honnêtes et sincères pour que ce dialogue-là puisse continuer, pas forcément autour dans le cadre d'une grande assise comme on vient de le faire, mais tout simplement puisse continuer dans le sens de décrisper et de trouver des solutions urgentes pour que le Cameroun puisse retrouver l'équilibre. Est-ce qu'on va parler de rapide et urgent, puisque nous sommes à plus de 3 semaines déjà, et entre-temps, il y a des gens qui sont davantage tués, assassinés. Qu'est-ce qu'on devrait faire plus vite? Quand on parle plus vite, ça veut dire au lendemain même de ce grand dialogue, des résolutions qui ont été prises, qui ne sont pas implémentées jusqu'ici. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les recommandations qui ont été édictées lors du dialogue national, qu'il y a à mettre en œuvre, ce statut spécial dont on parle. Qu'est-ce qu'on y met? Est-ce qu'il faut une loi spécifique qui définit les conditions de l'application de ces statuts spéciaux qu'on veut conférer au nord-ouest et au sud-ouest? Est-ce que la libération des personnes qui a été faite permet d'envisager avec sérénité l'avenir? La réponse manifestement c'est non, puisque nous venons d'évoquer un regain de tension et d'assassinat avec décapitation des symboles de l'État dans les deux régions en crise. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc on estime qu'il faut même organiser un nouveau dialogue inclusif. Ce n'est pas une idée à écarter, puisque celui qui a été organisé au goût de ceux qui l'ont convoqué, autrement dit les dirigeants camerounais. J'ai lu également, on parlait de l'interview de Christophe Fomugno, on lui pose la question sur RFI, qu'est-ce qu'il pense du fait que la question du fédéralisme qui tient à cœur une bonne partie de nos compatriotes du sud-ouest et du nord-ouest, ça il ne faut pas se le voiler. On lui demande qu'est-ce qu'il pense que la question du fédéralisme a été écartée pendant le dialogue national. Il est un peu vague. J'ai le sentiment qu'il n'a pas voulu égratigner le pouvoir. Ce sont des questions qu'il faut pouvoir adresser sans ruse politique, parce que depuis 3 ans, nous faisons la ruse et les morts s'amoncellent.
Alors, nous sortons de l'émission dans quelques secondes. Il est pratiquement l'heure, Camille. Nous laissons le soin aux lecteurs d'aller découvrir ce que la presse a proposé comme sujet. Et en même temps, sans Milima, avec cette réunion des jeunes qui a été interdite. Donc, il y a plusieurs autres sujets à parcourir dans la presse ce deuxième jour de la semaine et la deuxième édition. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, nous serons encore des vôtres. Il sera 9h20 sur Equinox. Bonne journée à tous.